Il est 20h sur les antennes de votre télé interactive. Mesdames, Messieurs, voici les titres de ce journal. Assemblée législative de la transition, le projet de loi portant statut de héros de la nation, celui-là même qui vise à encadrer le processus de désignation des héros de la nation et ainsi réduire tout risque de subjectivité dans le choix, est enfin adopté. Malgré leurs divergences, les députés sont parvenus à un consensus pour l'adoption du dit projet de loi. Et sur les 70 votants, 57 parlementaires ont voté pour. Le ministère en charge de l'Éducation nationale dresse un bilan à mi-parcours de l'organisation des examens scolaires à session 2022. Résultat plutôt satisfaisant sur l'ensemble de ces examens avec une hausse par rapport à l'année précédente. La région du Sahel, en proie à l'insécurité, affiche cependant le taux de succès le plus élevé à l'examen du BPC avec 53,33%. Et puis hors de chez nous, un collectif d'ONG sahéliennes et ouest-africaines dénonce la stratégie sécuritaire des autorités maliennes, burkinabées et nigériennes qui, selon eux, met à mal la sécurité des civils. Les détails pour vous en fin d'édition. Mesdames, Messieurs, ravis de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Bonsoir et bienvenue. L'ancien président du Niger, Mahamadou Issoufou, nommé médiateur de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, est arrivé ce vendredi en fin de matinée à Ouagadougou pour des séances de travail avec les nouvelles autorités. Il était accueilli à l'aéroport international de Ouagadougou par le ministre en charge des Affaires étrangères, Olivia Rwamba. Après son entretien avec le président du Faso, il sera ensuite à question pour Mahamadou Issoufou et la délégation qui l'accompagne d'une séance de travail avec les autorités de la transition et une rencontre avec les partenaires techniques et financiers ainsi qu'avec les membres du corps diplomatique accrédité au Burkina Faso. Et on rappelle, c'est à l'issue du 6e sommet extraordinaire de la CEDEAO tenu le 4 juin dernier que les membres de l'organisation ont désigné l'ancien président nigérien pour faciliter le dialogue entre toutes les parties prenantes de la situation sociopolitique du Burkina Faso. Et après cette brève information, nous poursuivons ce journal avec l'adoption du projet de loi portant statut de héros de la nation. Après le rendez-vous manqué du 10 juin dernier où les députés n'ont pas pu s'accorder en ce qui concerne l'adoption de cette loi, ils sont finalement parvenus à un consensus ce 17 juin. À noter que le point de divergence entre les députés était l'article 12 et après plusieurs minutes de débat entre la tendance qui soutenait la date de 1919 à partir de laquelle on peut être considéré comme héros et l'autre groupe de députés qui soutenait la date de 1960. La loi a été finalement adoptée et à la date de 1919 qui a été maintenue. Un compte-rendu de Michael Toukri. C'est désormais fait. Les députés de l'Assemblée législative de transition ont adopté la loi portant statut de héros de la nation. Adoptée avec 57 voix, cette loi vise à encadrer le processus de désignation des héros de la nation et réduire tout risque de subjectivité dans le choix. Nous pensons qu'avec l'application de cette loi, ça va être vraiment profitable aux Burkinabés qui se sont illustrés de façon particulière pour que ces personnes-là, effectivement, soient reconnues comme héros de la nation. Et c'est cela justement qui était recherché par le gouvernement. On peut vraiment les féliciter et les encourager dans cette démarche démocratique, faisant en sorte que le Burkina Faso soit effectivement doté de lois qui soient opérationnelles, qui soient de grande facture. Mais avant l'adoption de cette loi portant statut de héros de la nation, il y a eu des débats sur l'article 12. Il a fallu faire recours à un vote pour départager les députés. Une tendance qui reconnaît les héros à partir de 1919 et l'autre tendance favorable à la date de 1960 pour distinguer les héros de la nation. Et finalement, c'est la date de 1919 qui a été approuvée par les députés. Nous ne sommes pas en train de tergiverser sur les évolutions de notre histoire,
Mais nous estimons que si nous devons prendre une référence historique bien claire, on pourrait prendre à partir de cette date-là. Ce qui est important pour nous, c'est de reconnaître les héros de notre nation et de reconnaître les actes de bravoure exceptionnels qu'ils auraient eu à poser et qui ont permis, soit à la constitution même de notre État, qu'il fallait qu'on ait un repère historique. Et ce repère historique, c'est 1919, parce qu'en 1919, la colonie de Haute-Volta a été reconnue. Nous pensons qu'à partir de là, il y a beaucoup de choses qui ont été faites pour permettre à notre pays d'aller dans sa marche pour être une nation. La loi portant statut de héros de la nation comporte 4 chapitres et 12 articles qui définissent le champ d'application, la procédure d'inscription sur la liste des héros de la nation et les privilèges qui leur sont accordés. Ouvert le 4 mai dernier, la première session ordinaire de l'année 2022 de l'Assemblée législative de transition a refermé ses travaux ce 17 juin après 45 jours d'activité. Elle a été marquée par des conférences de présidents, des réunions du bureau, l'adoption de rapports et des séances plénières. Au total, 27 projets ont été examinés par la représentation nationale, dont 21 projets de loi portant sur les questions de financement et 6 autres projets de loi dont celle portant sur l'habilitation ou encore le statut de martyr et d'invalide de la nation. Suivons à présent la réaction de certains députés au micro de Michael Touré. Les différentes commissions ont vraiment travaillé dur pour vraiment rendre quelque chose de propre à la plénière. Et nous avons remarqué que pour cette session, cette première session ordinaire, on ne pensait pas vraiment pouvoir atteindre ces objectifs-là. Parce qu'en 45 jours, je vous avoue que le travail a été vraiment très houleux, très lourd pour nous. On a quitté l'hémicycle parlement donc à 2h du matin, à 1h du matin, à 2h vraiment indues et revenu le lendemain encore. En ce qui concerne ma commission, dont j'ai l'insigne honneur de présider, nous avons été donc saisis pour 24 dossiers. Donc 3 dossiers où nous avons été saisis pour avis et 21 projets de loi de ratification où nous avons été saisis pour le fond. Il faut dire que en ce qui concerne les 21 projets de loi où nous avons été saisis pour le fond, ce sont donc des projets qui portent donc sur des investissements, notamment des projets de loi qui portent sur des infrastructures routières, solaires, agricoles, des appuis budgétaires. Oui, nous sommes satisfaits parce qu'on a pu quand même travailler. Ça n'a pas été facile, mais c'est comme ça. C'est le tout début a toujours été difficile, mais en tout cas, on a pu poser des actes forts. Parce que sur les lois qui nous avaient été soumises, on a pu tout examiner et nous avons donné quitus. Tout a été adopté pour que les choses puissent se dérouler normalement. Bien vrai qu'on a donné quitus au gouvernement, mais notre rôle aussi, c'est d'aller contrôler pour voir effectivement si ce qui a été dit, est-ce que sur le terrain, c'est ce qui se passe. Notre rôle en tant qu'Assemblée ne se limite pas à voter la loi. Vous savez que nous avons également une mission qui est celle donc du contrôle de l'action gouvernementale. Donc nous allons rester à mettre en place donc la vigie citoyenne et parlementaire afin que les autorisations que nous venons d'accorder au gouvernement, que nous puissions donc les interpeller à tout moment lorsque nous constaterons que dans la mise en œuvre, il y a effectivement des problèmes. Face à la presse, ce 17 juin, Yeli Monique Kam, la présidente du Mouvement pour la Renaissance du Burkina, a organisé une conférence de presse avec pour objectif de dénoncer la mauvaise gouvernance du MPSR. Pour la Yenenga de l'éducation, la gestion de la situation sécuritaire par les nouvelles autorités est à revoir. Et face à une telle situation, elle a confié à la presse qu'elle regrette avoir réclamé l'avènement du MPSR. Le compte-rendu de Sarah Kaboré avec la voix de Wanlasida Kaboré. Sincèrement, je me répands aujourd'hui d'avoir applaudi l'avènement du MPSR parce que je croyais qu'ils sont des soldats. Malheureusement, à travers les résultats de leurs actions, j'ai le regret, l'amertume, le cœur meurtri de constater que ce ne sont que des corps habillés.
Repentie de Yeli Monikam, présidente du mouvement pour la renaissance du Burkina MRB, devant la presse ce vendredi 17 juin. Un repenti qui s'est fait juste après analyse de la gestion de la situation sécuritaire du Burkina. La Yenenga de l'éducation s'attendait à ce que le président de la transition prenne des décisions fortes pour contrecarrer les attaques terroristes, comme tenir au moins 2 fois par semaine un conseil de défense pour anticiper et répondre au quotidien aux défis sécuritaires et alimentaires. Des actions fortes n'étant pas prises, Yeli Monikam exige que le président Damiba donne des explications au Burkinabé. Avez-vous amélioré le massage territorial en augmentant le nombre de postes, de garnisons, de détachements rapprochés, puisque vous prétendez monter en puissance? J'insiste, je persiste pour que le président de la transition, le lieutenant-colonel Damiba, nous donne sous quinzaine des explications limpides sur les tueries, les drames, les attaques, les morts, le nombre de déplacés qui ne cesse de croître. Toutefois, elle a formulé des recommandations qui, selon elle, devraient permettre de redresser la barque. Les leviers à actionner correspondant exactement aux aspirations du peuple burkinabé en 3 points, à savoir une gouvernance sécuritaire qui sauvegarde et restaure l'intégrité du territoire et la souveraineté nationale. Une gouvernance politique qui sonne le rassemblement, l'unité et la cohésion sociale afin de panser les plaies des déchirures sociales et de célébrer notre intégrité. Une gouvernance administrative en rupture avec la continuité afin de redresser et remettre notre pays sur le bon chemin. Tout en espérant le réveil des nouvelles autorités, la Yenenga de l'éducation appelle à la libération sans condition et sans délai de l'ex-président Roch-Marc Christian Kabore. Toujours ce 17 juin, lors d'une conférence de presse, le ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales a fait le point de l'organisation des examens du BEPC, du BEP et du CAP session 2022. Effort est de constater que les examens se sont passés dans de bonnes conditions. Occasion pour le ministère de donner quelques points d'éclaircissement en ce qui concerne les préparatifs du baccalauréat prévu pour le 21 juin prochain. Selon toujours le ministère en charge de l'Éducation nationale, en ce qui concerne l'examen du baccalauréat, tout est fin prêt pour le démarrage des épreuves écrites. Reportage signé Abdul Rahim Nienye. Les examens du BEPC, BEP et CAP session 2022 se sont bien déroulés sur l'ensemble du territoire selon le point fait par le ministère en charge de l'Éducation nationale. Le calendrier a été respecté et aucun incident n'a été signalé. Les résultats sont également satisfaisants selon le secrétaire général du ministère. Pour ces 3 examens, l'on note un taux de succès supérieur à la session précédente. La région du Sahel, en dépit d'être éprouvée par le terrorisme, a réalisé la plus grande performance avec un taux de réussite de 53,33% au BEPC. Au BPC, nous avons enregistré un taux de succès de 41,62%, les filles 38,34% et les garçons 46,12%, contre un taux de 27,74% la session dernière, soit une augmentation de 13,88 de pourcentage. La région du Sahel a obtenu le taux de succès le plus élevé, avec 53,37%. Le centre-nord réalise la moins bonne performance avec un taux de 37,89%. Pour ce qui concerne l'examen du baccalauréat, l'inscription tardive de 28 candidats a créé des désagréments dans la gestion des fichiers informatiques. Le secrétaire général du ministère rassure que ces difficultés ont été résolues et tout est fin prêt pour le démarrage des épreuves écrites le mardi 21 juin. Les différents présidents des jurys sont à l'heure actuelle identifiés. Ceux du supérieur ont reçu leurs clés USB contenant les bases de données. Les présidents des jurys relevant de l'enseignement secondaire vont recevoir les leurs demain samedi, avec toute la documentation nécessaire à la gestion du jury. Les épreuves et le matériel nécessaire à la gestion des jurys sont en place au niveau des régions.
les convocations des correcteurs, des encadreurs pédagogiques, des secrétaires de jury, des chefs de centre sont en cours de ventilation depuis mercredi. Contrairement aux années précédentes, cette année, c'est le ministère en charge de l'Éducation nationale qui organise le baccalauréat. Point de difficulté majeure lié à cette première expérience, selon Ibrahim Assanon, qui affirme que tout est fait avec l'accompagnement du ministère de l'Enseignement supérieur. Techniquement, je voudrais vous rassurer que le MENA ne va pas seul à ces examens-là. Donc le MENA est accompagné de bout en bout par le ministère en charge des enseignements supérieurs. Donc sur les 534 jurys, donc vous verrez que au moins 300 jurys sont présidés par les enseignants-chercheurs. Et les 234 autres jurys seront présidés par les enseignants du secondaire. Pour la session 2022, ce sont 142 539 candidats qui vont à la recherche du diplôme terminal du secondaire. Le MENA-PLN rassure que des dispositions sont prises pour permettre aux candidats déplacés de prendre part à ces examens dans de bonnes conditions. Et puis, quelques jours après l'altercation entre les militaires et les policiers municipaux au sein des locaux de la police municipale de Kaya, une de nos équipes a rencontré pour vous le capitaine de police à la retraite Almissi Ouedraogo. Il propose la reprise de la formation commune de base qui consiste au rassemblement des élèves policiers, gendarmes et militaires recrutés afin d'éviter qu'une situation pareille ne se répète. Il appelle également des personnes ressources à s'impliquer afin d'éviter de telles situations. Le point avec Serge Kaboré. On ne va plus tolérer des problèmes entre des CRS et puis des gendarmes, des problèmes entre des gendarmes et puis des militaires, des problèmes entre des militaires et puis des eaux et forêts. Ces propos du chef suprême des armées tenus mercredi dernier face aux unités déployées à Dori témoignent du profond malaise qui règne au sein de certaines entités des forces de défense et de sécurité. Pas plus tard que le 14 juin 2022, 5 policiers dont le directeur de la police municipale de Kaya ont été blessés à la suite d'une descente musclée et violente d'un groupe de militaires dans les locaux de la police municipale de Kaya. C'est une situation qui, 48 heures après, irrite l'officier de police à la retraite, le capitaine Almissi Ouedraogo. Les informations qui nous sont parvenues font état des échauffourées et malheureusement qui s'est soldé par des blessés graves, parce que je crois savoir qu'il y a même quelqu'un qui a reçu une fracture. La bastonnade des policiers municipaux de Kaya par les militaires ne surprend guère ce capitaine de police, car il y a 16 ans, une situation similaire s'était produite et le ver, selon lui, est déjà dans le fruit. Si vous étiez à Ouaga en 2006, dans la nuit du 20-21 décembre 2006, il y a eu ce que les uns et les autres ont appelé ère entre policiers et militaires. Alors, en réalité, il n'y a pas eu ère entre policiers et militaires. C'est les militaires qui sont venus pour en découdre avec les policiers chez eux dans leur lieu de service. Et toute une nuit donc, alors les services de police à Ouagadougou ont été visités, commencer même par la direction générale de la police nationale, où des éléments de l'armée ont fait irruption, se sont défoulés comme ils veulent et ont tué de sang-froid à bout portant 2 policiers. La réponse donnée par les autorités d'alors était nettement en deçà vis-à-vis de ceux qui avaient subi ces dommages et ce qu'ils attendaient. L'histoire se répète. Dès lors, c'est comme si on avait ouvert, une fenêtre, où on avait ouvert une porte. Eh bien, si vous voulez, vous pouvez récidiver. Après 35 années de service au sein de la police nationale, Almissi Ouedraogo estime que cette désunion pourrait justifier des échecs dans la lutte actuelle contre l'hydre terroriste. Si vous voyez que nous peinons depuis plus de 6 ans à contrer l'hydre terroriste avec succès, ou en tout cas avec des victoires assez palpables, c'est aussi ça. Parce que si vous ne pouvez pas parler le même langage, si vous êtes ensemble sans être ensemble, ça sonne faux. Et puisque ça sonne faux, ce que vous êtes censé faire ensemble aussi ne pourra pas tenir la route.
Et pour éviter pareille situation à l'avenir, le capitaine Ouedraogo suggère que la formation commune de base, qui rassemble les élèves policiers, gendarmes et militaires recrutés à une certaine époque, doit se poursuivre. Si par exemple l'État décide de recruter une contingence au niveau de la police 2002, au niveau de la gendarmerie 2002, au niveau de l'armée 2002, qu'on rassemble ces trois contingences-là, qui représentent 3 corps, et qu'on les forme au niveau de l'armée, parce que ça se faisait. Au cours donc de cette durée-là, élèves policiers, recrues militaires, élèves gendarmes, vous êtes ensemble, vous dormez ensemble, vous manœuvrez ensemble, comme on le dit. Donc, vous allez vous découvrir, parce que vous allez vous frotter. Ça devient la famille. Et les problèmes ne peuvent, même s'il y a un problème, le résoudre devient plus facile. Ces incidents répétitifs entre les différentes entités des forces de défense et de sécurité n'augurent rien de bon selon le capitaine Al-Missi, pour qui le pire pourrait arriver un jour si l'on y prend garde. Il appelle par conséquent les autorités ainsi que les personnes ressources à prendre la pleine mesure de la situation. Et puis le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, en collaboration avec le ministère de la Femme, a organisé un atelier ce vendredi 17 juin 2022 à l'occasion de la célébration de la Journée de l'enfant célébrée dans le monde. C'est un atelier qui a pour but la sensibilisation des acteurs et secteurs d'activité à fort potentiel de travail des enfants, des déplacés internes dans les débits de boissons, bars et restaurants de la ville de Ouagadougou. Sans plus de détails, je vous laisse suivre ce reportage signé Annick Dadisda avec la voix de Serge Kaboré. La précarité des conditions de vie des familles déplacées internes au Burkina Faso pourrait inciter les enfants à la recherche d'un complément de revenus pour la famille. En effet, certains débits de boissons, bars et restaurants recrutent, exploitent les filles de moins de 18 ans qui sont en quête de leur pitance quotidienne. Cet atelier vient donc à point nommé afin de sensibiliser les différents acteurs en les informant sur l'existence de la loi numéro 11/64/Presse Assemblée nationale du 29 juillet 1964 portant réglementation de la circulation des mineurs, de leur fréquentation dans les débits de boissons, les bars dancing, salles de cinéma et de spectacle. Elle stipule que la présence des enfants dans les débits de boissons et bars dancing est interdite. Il faut savoir que le travail des enfants, c'est un phénomène de société. Et en matière de phénomène de société, vous ne pouvez pas avoir des résultats du jour au lendemain. Les résultats s'apprécient sur le long terme. Et le plus souvent même à l'étape de la génération d'une vie. Alors il faut commencer d'abord par la sensibilisation pour que ceux qui sont là et qui ne savent même pas qu'il existe une réglementation autour de la question, d'abord comprennent qu'ils sont même capables d'être poursuivis pour certaines actions qu'ils mènent sans s'en rendre compte que c'est des actions qui sont des actions soit du pénal ou des actions pour lesquelles ils peuvent payer des amendes. Afin de concrétiser son partenariat avec la Direction générale de la protection sociale, l'ONG ERIX, œuvrant dans ce domaine, ne s'est pas fait compter cette activité. Elle a jugé pertinent le projet et a accepté de mettre la main à la pâte en l'accompagnant sur le plan technique et financier. Alors il faut dire qu'au niveau de ERIX, le travail des enfants est un des aspects sur lesquels nous intervenons dans notre composante protection. Et dans le cadre de notre partenariat avec la direction de la protection de l'enfant dans ce mois de la famille et de l'enfant africain, nous avons donc choisi d'accompagner cette activité parce que, comme vous avez pu l'entendre, de plus en plus, il faut aller chercher le travail des enfants dans les milieux comme les maquis, les bars et autres. Donc pour nous, c'est véritablement important aujourd'hui de commencer à sensibiliser les tenants de ces établissements-là afin que déjà ils prennent conscience, mais que la précarité qu'il y a autour des déplacés internes ne devienne pas aussi une aubaine pour l'exploitation des enfants. En vue d'éradiquer le travail des mineurs au Burkina Faso, l'ONG ERIX prévoit pérenniser ce partenariat avec la Direction de la protection sociale en organisant davantage d'ateliers pour une parfaite formation de tous les protagonistes évoluant dans les secteurs susceptibles d'employer les mineurs au Burkina Faso.
Le ministère en charge des sports et la Fédération burkinabé de football ont visité ce vendredi 17 les étalons dames en préparation pour la 13e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2022. Cette visite se veut, selon les premiers responsables des sports, d'encourager l'équipe nationale féminine, mais aussi et surtout leur apporter un accompagnement pour une bonne préparation et une participation honorable à la CAN. Yassine Sawadgo nous en dit plus. C'est enfin un ouf de soulagement pour l'équipe nationale féminine du Burkina Faso. Les étalons dames qui se sont sentis abandonnés à un certain moment dans leur préparation pour la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2022 par les premiers responsables du football burkinabé peuvent se détromper. Le secrétaire général du ministère des Sports, accompagné du directeur général des Sports et du président de la fédération, sont allés les encourager. C'est vrai que parfois, il y a des procédures qu'il faut mettre en place, c'est ce que j'ai toujours dit, mais à la fin, les choses au Burkina finissent toujours par s'arranger. C'est ce que j'ai toujours dit, donc il faut être patient. Voilà, et vous avez fait preuve de beaucoup de patience. Je voudrais aussi vous remercier pour tout ça, mes filles, mes enfants. Je voudrais vous remercier, on ne vous a pas abandonné, mais on était en train de concocter la bonne cuisine pour venir. Fini la cuisine, il ne reste qu'à servir le repas. Pour le directeur général des sports, tout est fin prêt et ce n'est qu'une question d'heure pour que l'équipe soit dans de bonnes conditions de préparation. C'est une première pour nos dames et il faut marquer le coup. Et il m'a chargé de faire diligence, ce que j'ai voulu faire avec le président de la fédération depuis hier. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler là-dessus pour donner une belle préparation, une bonne fin de préparation à nos dames afin qu'ils puissent nous gratifier d'un très bon tournoi au Maroc. Alors, sachez que j'ai reçu l'instruction de faire en sorte que nos enfants puissent avoir une bonne préparation, qu'ils puissent bien voyager, qu'ils puissent bien être équipés et que nous puissions voir les histoires de primes, les prises en charge pour toutes les motivations. Des mots très bien accueillis et qui encouragent les joueuses et leur encadrement technique. On nous a promis que d'ici la fin de la journée, même si ça passe jusqu'à demain ou après-demain, pour nous, ce n'est pas un problème. L'essentiel qu'ils puissent faire les choses bien. Nous, déjà, nous sommes déjà lancés, on ne peut plus faire marche arrière, on ne fait qu'avancer. Donc, ils essaient de réaliser leurs promesses, même s'ils ne le font pas totalement. On va voir déjà l'effort. Mais ce n'est pas pour autant aussi qu'il faut aussi négliger les filles parce que, quoi qu'on dise, ce sont les mêmes dimensions, c'est le même temps de jeu, c'est le même nombre de joueurs sur le terrain. C'est bien vrai que les autres se préparent à l'extérieur. Nous également qui sommes ici au pays, on se prépare bien. Si bon, on peut également avoir une préparation à l'extérieur, ça va vraiment faire du bien. Ça nous motive, comme ils ont si bien dit, que ça sera prêt. Donc peut-être ce soir, on attend de voir les résultats. À cœur vaillant, rien d'impossible, dit-on. Les étalons dames, pour leur toute première participation à cette CAN, entendent créer la surprise. Et puis la coalition citoyenne pour le Sahel, qui est une alliance informelle de plusieurs dizaines d'organisations de la société civile, dresse un bilan sévère de la stratégie des pouvoirs mise en place, chose qu'elle déplorait déjà il y a 2 ans à sa création. Selon elle, la poursuite des stratégies essentiellement sécuritaires ne parvient pas à mieux protéger les populations civiles qui continuent de perdre leurs maisons, leurs écoles et leurs moyens de subsistance. Je vous propose donc de les écouter dans ce reportage. Ils font tous partie d'un collectif d'ONG ouest-africaines et sahéliennes et dans leur nouveau rapport, ils dénoncent l'approche sécuritaire des autorités maliennes, burkinabées et nigériennes. Une approche qui met à mal la sécurité des civils, comme ils l'affirment depuis 2 ans. Et je leur dis que la discussion continue. Il y a, et il est important de le dire, à la fois des évolutions positives et des évolutions beaucoup plus négatives malheureusement. Et parmi celles-ci, le fait que les civils n'ont jamais autant été pris pour cible depuis le début de ce conflit, il y a maintenant plus de 10 ans. Il faut savoir qu'il y a en moyenne 8 civils par jour qui meurent sous le coup des violences qui se produisent au Burkina Faso, au Mali, au Niger. Donc ça, c'est l'évolution la plus grave. Ces ONG notent également que l'impunité pour les violations graves perpétrées par les forces de sécurité continue de prévaloir.
Comment on peut les... Sur le plan étatique, le discours officiel utilisé, ce sont les instructeurs russes. Il y en a d'autres, c'est ça aussi la polarisation. On parle de Wagner et de mercenaires. Et effectivement, cette situation rend de plus en plus difficile le travail des organisations de droits de l'homme. Et surtout aujourd'hui avec, si vous voulez, une polarisation extrêmement forte entre l'Est et l'Ouest. Quand la France demande de l'investigation sur Moura, nous avons le veto de la Russie et de la Chine. C'est extrêmement difficile. Enfin, selon ces ONG, avec une hausse du nombre de déplacés et de réfugiés ainsi qu'un risque de famine, l'accent devrait être mis sur l'urgence humanitaire. Toujours hors de chez nous, l'armée française a annoncé avoir tué près de 40 terroristes près de la frontière entre le Niger et le Burkina Faso. Dans un communiqué, Paris qualifie ces frappes de nouveaux succès tactiques pour les efforts de lutte contre le terrorisme de l'opération Barkhane dans la région du Sahel. De son côté, le gouvernement nigérien a également affirmé que les terroristes ont été tués suite à une attaque contre les gendarmes nigériens à Waraou, dans le sud-ouest du pays, et qui a fait 8 morts et une trentaine de blessés. Les détails pour vous dans ce reportage. Des frappes aériennes de l'armée française auraient fait près de 40 victimes, parmi les djihadistes près de la frontière entre le Niger et le Burkina Faso. Dans un communiqué, Paris qualifie ces frappes de nouveaux succès tactiques pour les efforts de lutte contre le terrorisme de l'opération Barkhane dans la région du Sahel. De son côté, le gouvernement nigérien a également publié une déclaration affirmant que les djihadistes ont été tués suite à une attaque contre des gendarmes nigériens à Waraou, dans le sud-ouest du pays, et qui a fait 8 morts et une trentaine de blessés il y a quelques jours. Agissant à la demande des autorités du Niger, les forces de Barkhane ont utilisé la surveillance aérienne pour suivre une colonne de 40 motos, puis ont effectué la frappe en étroite coopération avec les militaires nigériens. Malgré les critiques l'accusant d'être devenu le vassal de Paris, le président Mohamed Bazoum a accepté il y a quelques mois d'accueillir des forces spéciales françaises transférées du Mali voisin, Paris ayant retiré les troupes déployées dans ce pays depuis 2013 pour aider à combattre des islamistes. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, mais je ne saurais vous quitter sans cette belle citation de Roosevelt Franklin qui dit ceci: le seul frein à notre épanouissement, la seule limite est le doute. Il suffit d'une seule hésitation, d'un seul doute pour que tous vos rêves et vos espoirs basculent. Sur ce, je vous dis bonsoir et à demain.